c'est un développement et un progrès qui a été fondé et qui dépend encore aujourd'hui de l'exploitation et le saccage des peuples et des territoires du Sud global. Et alors, prendre conscience de ça, pour moi, c'est déjà le premier pas concret pour commencer à décoloniser un peu la pensée et se rendre compte que tout ce qui rend possible la vie normale, entre guillemets, ici, c'est le produit de ce vol, de ce saccage, de cette exploitation des terres, des terres et des populations du Sud global. Il suffit juste de regarder d'où viennent toutes, ou presque toutes les matières premières qui rendent possible la construction de tous les dispositifs technologiques, et l'essence pour faire bouger les voitures. Maintenant, d'où viennent les métaux qui sont en train d'être exploités maintenant dans le cadre de la transition énergétique, et la nourriture, d'où viennent la plupart des nourritures dont on se nourrit ici, d'où viennent les vêtements de l'Asie où on est en train d'esclavagiser des personnes dans des conditions qu'ici c'est inimaginable, en train de polluer des rivières, etc. D'où vient le sucre, le café, le chocolat, etc. Tout ce qu'on considère la vie normale ici, qui est le produit du colonialisme qui n'a jamais fini. Je pense que c'est le premier point qu'on devrait s'interroger et pour changer plutôt les usages ici, et ça aura nettement une conséquence positive sur ce colonialisme qui n'a jamais fini. Ça serait mon apport pour cette question. Le deuxième élément, pour moi, c'est la connaissance. Parce que c'est la connaissance de quelle eau disponible pour l'être humain on dispose sans impacter nos écosystèmes. Pour les garder en bonne santé, pour qu'ils continuent à nous livrer leurs bénéfices écosystémiques qu'ils nous donnent gratuitement. Et ça, c'est aussi un vrai combat. C'est un combat qu'on a fait sur la question de la qualité depuis longtemps, avec la connaissance des pesticides dans l'eau et tout ça. On sait le faire. Mais sur la question de l'eau disponible pour l'être humain sans impacter les milieux aquatiques, on est encore au début à plein d'endroits. Et on se rend compte souvent qu'on prélève déjà beaucoup trop et qu'on impacte déjà beaucoup trop tous les milieux aquatiques, toutes nos nappes. Et cette connaissance-là, c'est aussi un élément hyper important pour pouvoir dire quelle part on peut prélever, en fait. On devrait pouvoir prélever sans impacter les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a besoin encore aujourd'hui de travailler. Et juste pour compléter, en fait, cette question de la connaissance, c'est aussi une question de revisibiliser les choses. C'est-à-dire que, ce qu'on disait effectivement, les systèmes écosystémiques, c'est du travail gratuit, mais en fait, les femmes, on sait ce que c'est le travail gratuit. C'est de l'exploitation, en fait. Et du coup, de revisibiliser tout le travail, tout ce qui rend visible, enfin, tout ce qui rend possible la vie normale, comme ce que disait Juan Pablo, c'est réintégrer ces coûts cachés est absolument nécessaire pour faire tomber, pour montrer la gravité du système économique qui produit les biens et les services qu'on utilise au quotidien. Merci. De toute façon, on avait encore un peu de temps. Et puis, dans tous les cas, toutes les questions se répondent un peu. Donc, vous pourrez revenir aussi dessus. La question suivante, c'est en fonction de notre conception de l'eau. Alors, conception de l'eau, est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui est une ressource ou quelque chose de complexe ou quelque chose qui est associé à un terrain, et donc quand on est propriétaire du terrain, on peut utiliser l'eau, ou voilà. Ça, c'est un type de conception, on va dire. Ou est-ce qu'on considère que c'est un commun, quelque chose qui coule, et que du coup c'est partagé entre tous les êtres, le vivant de partout. Enfin voilà, en fonction de la conception qu'on a de l'eau, comment est-ce qu'on peut permettre une réappropriation citoyenne de l'enjeu à définir les priorités d'usage de l'eau? En gros, qui définit les priorités d'usage de l'eau en fonction de ces conceptions? Et comment est-ce qu'on permet cette réappropriation citoyenne, en gros, que les citoyens aient conscience de l'importance d'être partie prenante de cette définition des priorités? Je parlerai pour la France et la Bretagne, que je connais bien. Je pense qu'en fait, justement, la conception de l'accès à l'eau, c'est ça qui va aussi nous engager dans notre mobilisation et de la bonne santé de l'eau. C'est pas pour rien qu'en Bretagne, on se mobilise beaucoup. Les algues vertes, on les voit, elles puent, elles polluent nos plages, qui sont les endroits où on aime aller, qu'on trouve beau, sur lesquels les Bretons ont envie d'aller.
Et c'est ça aussi qui a mené à la lutte des Bretons pour se défendre, se mobiliser là-dessus. Parce qu'ils ont dit, mais on est en train de défigurer nos plages. On voit des gens mourir, on voit des animaux morts, y a un vrai souci. Et cette visibilité de la pollution a conduit nos sociétés occidentales à pouvoir se mobiliser. Ça va être, parce que pour nous, ça reste quand même, comme on le disait tout à l'heure, plutôt une ressource. Mais malgré tout, c'est quelque chose aussi de très fort, le lien culturel. Et le lien culturel breton, et qui se retrouve dans plein de parties de la France, sur nos beaux endroits, les endroits pour lesquels on a un attachement, la rivière pour laquelle on a un attachement parce qu'on allait se balader dessus, sur lequel, quand on était jeune, ça va beaucoup jouer sur notre mobilisation à se dire, mais attends, ça, je veux garder. Cette eau-là, on ne va pas pouvoir faire un barrage sur cette rivière-là où il y a des poissons que j'allais pêcher avec mon grand-père quand j'étais petit, ou sur lesquels j'allais me balader tous les dimanches avec mes cousins et mes cousines. C'est impossible. Je ne vais pas laisser ça arriver. Et ce lien-là, visuel, pour moi, il est vraiment extrêmement important pour se mettre en mobilisation. C'est vraiment ça qui va être notre moteur, en fait. C'est ce lien-là. Parce que les données, tout à l'heure, c'est pour ça que je mets la connaissance après cette documentation, les données, si ça suffisait pour se mettre en la connaissance de la pollution, si ça suffisait, ça ferait longtemps qu'on aurait tout fait pour arrêter le changement climatique. Si le GIEC suffisait, ça ferait longtemps qu'on aurait gagné ce combat-là. Et donc en fait, la donnée, la connaissance ne suffisant pas, c'est bien via notre lien culturel, les endroits auxquels on est attaché, auxquels on est heureux, qui vont nous mettre. Et c'est ça vraiment pour nous qui vont pouvoir mettre le moteur. On parlera peut-être de quelles sont les priorisations après, mais pour moi c'est vraiment ça qui est important. Ouais, je vais aller un peu dans le sens de ce que tu dis. Du coup, comme je vous disais, moi je fais ma thèse sur l'extractivisme dans les communautés de la région de Cusco au Pérou. Et il me semble que justement, c'est un exemple assez intéressant sur les confrontations entre la conception de l'eau. C'est-à-dire que là où je travaille, il y a les communautés qui ont une conception de l'eau comme faisant partie de leur vie quotidienne. Et dans un contexte, les Andes, en fait, c'est un endroit où il y a un stress hydrique un peu depuis toujours, et un stress hydrique qui est accentué par l'extractivisme minier, parce que donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, les grandes mines, enfin les mines à ciel ouvert, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent la roche, elles la réduisent en poudre, elles la mélangent avec des énormes quantités d'eau, avec beaucoup de produits toxiques, pour pouvoir séparer le minerai, et après la boue toxique, elles le stockent et ils embarquent le matériau. Et donc en fait, il y a un truc qu'on entend souvent dans toutes les mobilisations contre l'extractivisme qui est « el agua es vida », l'eau c'est la vie. Mais en fait, quand on est sur ces territoires-là, enfin ça peut sonner un peu cliché quand on est en France et qu'on a de l'eau dans le robinet, mais en fait quand on est sur des territoires où il y a du stress hydrique, effectivement tu vois que là où il y a un tout petit cours d'eau, il y a de la vie, il y a des oiseaux qui tournent, il y a des insectes, et donc il y a un rapport sensible à l'eau, il y a un rapport hyper immédiat en fait, où tu te rends bien compte que si cette source d'eau elle s'assèche, non seulement toi tu meurs, mais aussi la grenouille qui annonce la pluie, etc., qui est un truc important pour les gens qui habitent sur le territoire. Voilà. Et donc, il y a des entreprises internationales qui utilisent l'eau comme moyen de production, et il y a des gens qui vivent sur place dont le rapport à l'eau est radicalement différent. Et donc, en fait, ce conflit de la conception de l'eau, il est entre autres au cœur de toutes les mobilisations contre l'extractivisme qu'il y a en Amérique latine. Je vous parle du Pérou parce que c'est ce que je connais le mieux, mais en fait c'est des luttes qui vont depuis les terres du feu avec les Mapuches jusqu'au nord du Canada en réalité. Et en fait, cette question de la réappropriation citoyenne, à mon avis, c'est une question peut-être qui se pose dans ces termes en France, mais en fait, elle est déjà le conflit pour cette appropriation / réappropriation de l'eau, c'est déjà quelque chose qui est en cours, et c'est une lutte à mort. En fait, parce que dans les conflits contre l'extractivisme, il y a des gens qui se font assassiner tous les ans pour empêcher que leur eau soit appropriée par des autres. Donc c'est vrai qu'en fonction des contextes politiques, les choses se posent dans des termes différents. Mais je trouve qu'en fait, cette question-là, elle commence à se poser aussi en France quand on voit la lutte contre les méga-bassines et le niveau de répression qu'il y a eu. Et voilà, en fait, une réappropriation citoyenne, elle passe par un conflit qui parfois est à mort, mais clairement il faut qu'on aille au combat pour reprendre la main dessus, parce que en face, en fait, ceux qui se l'approprient pour l'accumulation du capital, ils vont rien lâcher. Moi j'ai toujours à apporter, après tout ce qu'on a déjà apporté, je dirais que pour qu'il y ait une réappropriation citoyenne et de l'eau,
de la conception de l'eau, il faut qu'il y ait une conception de l'eau nouvelle, non? Qu'il y ait une nouvelle considération de ce qui est l'eau. Il faut décoloniser, non, cette pensée anthropocentrique et commencer à la considérer à nouveau pleinement en conscience totale en tant qu'un ressource vitale pour notre existence et surtout la dépendance que nous avons intrinsèque pour pouvoir vivre, non? Et ça se fait à travers une sorte de... un peu en allant à l'encontre des principes de la modernité qui est fondé sur ce qu'on appelle ici le désenchantement du monde par un nouveau réenchantement du monde. En ce moment, la solution, c'est aller à l'encontre de tous ces principes de Max Weber, de René Descartes, et commencer à remystifier à nouveau ce monde qui a été aplati par le rouleau compresseur du rationalisme, non? Et qui est le coupable de cette manière, de cette conception de l'eau. Et ensuite, je vois une projection de cette nouvelle conception dans les différentes sphères qui composent la vie sociale de par exemple ici de la France, comme par exemple le politique, à travers de nouvelles éthiques politiques, à travers de nouvelles conceptions de ce qui est, de ce qui n'est pas, et la nature. Mais aussi, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, la situation elle est tellement grave actuellement. Nous sommes en train de vivre la situation la plus grave que l'humanité ait vécue, ce réchauffement climatique. C'est le plus grand défi que nous ayons eu de toute notre histoire. Alors nous avons la gravité de la situation. Deuxièmement, le peu de temps qui nous reste pour faire face, pour pallier. Et troisièmement, le manifeste manque de volonté des personnes qui prennent les décisions pour que tout est réuni pour qu'il y ait une révolution. Et je n'ai pas peur de parler de ça, parce que ça sera une révolution pour la vie. Une révolution qui sauvera l'espèce humaine. Et c'est une révolution comme toutes les autres. C'est une révolution qui permettra aux différentes sociétés du monde d'avancer dans des moments difficiles. Et comme celle de 1789, ici, c'est les révolutions qui ont permis à la famille humaine d'avancer dans les moments les plus difficiles. Et je crois qu'il ne faut pas être un érudite pour comprendre, après ces trois facteurs que je viens d'énoncer, la nécessité vitale d'une révolution. Là, il y avait un partage de constats. Tu voulais le dire, toi? Ouais, si tu veux. Le constat, c'était de dire qu'il y avait une forme qu'il y a une privatisation de l'eau et de l'accès à l'eau, et que malgré un certain nombre de lois qui sont mises en place ou qui existent justement pour garantir cet accès à l'eau, elles ne sont pas respectées et pas appliquées. Donc, cette privatisation, en fait, elle est le fait d'une prédominance des intérêts économiques sur l'intérêt général. La prédominance de ces intérêts économiques fait que finalement, ça enraye toute gouvernance possible de l'eau, puisque voilà. Donc, la question, c'était est-ce que d'après vos expériences et vécus, cette réalité existe dans les instances de gouvernance ou dans ce que vous avez pu constater? Et si oui, du coup, comment est-ce que vous voyez des leviers d'action? Donc il y a la révolution, mais est-ce qu'il y en a aussi d'autres? Donc comment faire évoluer la situation pour avoir une gouvernance effective? Il y a déjà de préalable, suivant les territoires où on se trouve, des fois l'eau est considérée comme un commun, des fois l'eau est considérée comme un bien. Et donc déjà, ça c'est très important. En France, on est sur l'eau considérée comme un commun, mais après, dans le constat au réel, c'est une eau commune, mais privatisée. Donc par exemple, la rivière sur laquelle vous pouvez aller, l'eau dans la rivière, elle appartient à tout le monde, mais le sol sur lequel elle appartient à des gens. Et c'est là que vont entrer toutes les questions de privatisation et d'accaparement de l'eau, c'est-à-dire ces choses de privatisation de ce commun que tous les lobbies vont arriver pour dire que c'est leurs usages qui sont nécessaires parce que le terrain leur appartient, parce qu'il faut irriguer cette terre-là, parce qu'on en a besoin pour cette centrale thermique qu'il faut refroidir. Et souvent déjà, cette question
de commun vs public, privé, elle est vraiment importante. Et après, le deuxième point là-dessus, sur le constat, c'est la gestion de l'eau. Et on le voit bien en France, là-dessus, on a vraiment une responsabilité internationale, parce qu'on a l'eau commun depuis toujours, mais on a les plus grandes multinationales privées de l'eau au monde. Veolia, je veux dire, c'est vraiment la première multinationale de privatisation de l'eau. Et comment ça se fait qu'en France on ait ça? C'est parce que justement toute notre loi a été faite autour de le privé permet de mieux gérer, de mieux amener l'eau aux citoyens. Sauf qu'en fait, on voit bien que c'est faux. On a eu des condamnations de ces multinationales parce qu'elles faisaient mal leur travail. Et ce qui fait qu'on a eu, face à ce constat-là, quand les collectivités se sont rendues compte qu'en fait, ça leur coûtait plus cher d'avoir l'eau privée, à Rennes, on avait la plus vieille privatisation de l'eau au monde. On avait un contrat de Veolia qui avait 200 ans. Et à force, en regardant, quand les citoyens se sont accaparés de ce sujet, ont commencé à regarder le coût réel de cette privatisation de l'eau, ils ont vu que ça coûtait très cher. Et ils se sont battus sur le pays de Rennes pendant une quinzaine d'années. Et au bout de 15 ans, ils ont réussi à obtenir une sorte de retour à une semi-régie publique. Ils pensaient qu'ils auraient eu besoin de 7 à 8 ans pour financièrement être viables et solides, surtout qu'ils avaient perdu beaucoup de sponsors parce que ça n'intéressait pas la régie publique. Dès la première année, ils avaient fait des bénéfices. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces bénéfices, vu que c'était une régie publique? Ils les ont réintégrés dans la protection des ressources. Et donc en fait, cette question de la vision privée-publique, elle va vraiment beaucoup jouer, et sur la capacité du public, la capacité du privé à nous fournir une eau de qualité en quantité suffisante, elle va beaucoup jouer sur la gouvernance qu'on va nous mettre. Parce que depuis qu'on est revenu sur nos publics à Rennes, à la base c'était juste la ville de Rennes, maintenant on a 78 communes autour du pied de Rennes qui sont rejoints, et on a fait un contrat avec les agriculteurs pour qu'ils protègent leurs sources, et on remet de la production locale de l'assiette, de la fourche à l'assiette. C'est-à-dire que la transformation, par exemple, du sarrasin va se faire sur le territoire. Et donc on fait des produits qui sont moins polluants, qui ont moins de pesticides, qui sont transformés sur le territoire et qui sont consommés à la fin sur le territoire. Donc on revient tout de suite, quand on remet du public dans une vision globale et vraiment de ressources qui est un bien et qu'on doit protéger, parce que ça nous sert aussi à nous. Aussi, mais ça sert aussi à la nature, il ne faut pas non plus l'oublier. Moi je pense vraiment cette question de vision privée-publique, c'est vraiment un élément essentiel dans nos pays pour retravailler ce sujet-là. Merci. La première partie de la question, j'aimerais bien la reformuler. C'est-à-dire, derrière la privatisation de l'accès à l'eau, les lois ne sont pas respectées, ça enraye donc les instances de gouvernance. Moi, j'aurais envie de le reformuler, ça enraye la possibilité de gestion démocratique. Mais donc, en fait, ça, c'est un peu la base du capitalisme. C'est-à-dire qu'on a une démocratie libérale qui donne l'illusion qu'on peut avoir la main sur nos conditions de vie, etc. Mais en réalité, plus on a une économie concentrée entre quelques grands milliardaires, moins on a une possibilité de gestion effectivement démocratique. D'ailleurs, on le voit bien avec Macron, on a de moins en moins de capacité d'influencer les décisions politiques qui sont prises. Donc en fait, il me semble qu'il y a un peu une contradiction entre un modèle économique capitaliste et la possibilité de gestion démocratique des ressources de manière générale. Donc c'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai au Pérou, parce qu'au Pérou, c'est des grandes entreprises qui sont internationales, qui sont basées en Europe, celles qui saccagent et qui accaparent l'eau dans les pays notamment latino-américains. Et donc je pense qu'il y a un enjeu, en fait, du coup, à affaiblir les multinationales qui privatisent en France et qui saccagent dans le Sud. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour affaiblir des multinationales? La question, c'est comment est-ce qu'on construit un rapport de force? Comment est-ce qu'on construit un rapport de force contre les détenteurs du capital? Et donc, je pense qu'il y a plusieurs pistes, notamment dans les années 80, une des premières choses que le tournant néolibéral a fait, c'est d'abattre les lois antitrust, les lois contre les monopoles. Je pense que rétablir des lois contre les monopoles, c'est déjà quelque chose d'hyper important qui nous permettrait d'affaiblir ces multinationales. Et d'ailleurs, on a une responsabilité absolument énorme en France d'affaiblir ces multinationales parce qu'elles saccagent à l'étranger. Je pense par exemple à Total, qui est donc entreprise pétrolière qui pollue énormément partout où elle passe, qui, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant très longtemps en tout cas, était une des sources de financement principales de la junte militaire birmane, et qui en fait, si on
en France, on pouvait s'opposer à Total, on serait dans une position de solidarité internationale effective avec la démocratie en Birmanie, mais aussi avec leur environnement et la qualité de l'eau auquel ils ont accès. Cette façon de s'opposer à des entreprises françaises qui dévastent à l'étranger, ça passe aussi par exemple par des campagnes comme BDS, le boycott citoyen sur un certain nombre d'entreprises qui sont visées parce que polluantes, parce que qui accaparent l'eau, etc. Et notamment, je pense en Israël à un certain nombre d'entreprises qui, dans une région semi-aride, accaparent l'eau qui ne peut plus être utilisée par les petits paysans palestiniens. Voilà, des campagnes comme BDS contre l'occupation, contre l'apartheid, etc., mais aussi pour une répartition effectivement plus démocratique de la ressource en eau, ça peut être des actions citoyennes qui sont efficaces. Merci. Una pregunta. Eso de ce qui arrête, quiere decir como que traba. Ok. Alors, je crois que ce qui arrête les instances de gouvernance, c'est en quelque sorte le ADN du modèle et des gouvernements capitalistes et néolibéral, qui pour moi c'est une hypocrisie et plus que flagrante, mais surtout qui manipule très bien à la plupart des personnes. Quand on parle de eau en tant que commun, quand on parle même d'égalité, de fraternité, des droits de l'homme, c'est des horizons tellement beaux qui sont uniquement ancrés dans le monde des idées et qui n'ont jamais existé dans la réalité sociale, malheureusement. Heureusement, on voudrait bien que ça existe dans la réalité sociale, mais les droits humains, c'est un horizon auquel on devrait, par exemple, s'approcher. Mais la réalité sociale, elle va totalement à contresens de ce qu'ils disent les droits humains. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans la réalité sociale, comme l'eau en tant que commun. Voilà. Alors c'est cette hypocrisie, c'est cette dichotomie extrême entre les textes, entre les lois, entre ces beaux discours et la réalité. C'est ce blablabla qui manipule toutes les consciences et toutes les subjectivités. Je pense que c'est ça un des fondements structurels qui empêche les instances de gouvernance. Si un jour, par exemple, vous avez l'opportunité de venir au territoire duquel je viens, tous les soirs, on se couche là-bas assez tôt, vers 8 heures du soir. À minuit, on est réveillé systématiquement. Il y a un réveil naturel par des pleurs d'enfants petit à petit qui commencent à pleurer au milieu de la nuit. Et c'est devenu le décor de toutes les nuits, de tous les soirs, des enfants qui se réveillent au milieu de la nuit parce qu'ils sont en train de sentir physique faim et ils sont désespérés de faim. Et c'est quelque chose qui se passe normalement dans mon territoire, mais aussi dans le territoire du peuple Wayuu, et je pense que dans la plupart des peuples autochtones qui ont été un peu la condition de possibilité pour ce qu'on appelle le progrès et le développement ici. Ces situations démontrent cette dichotomie entre le discours, qui est très très beau, mais une réalité sociale qui va totalement à l'encontre de ça. Palestine, ce qui se passe actuellement. Alors je pense qu'il y a une entrave gigantesque, une manipulation et dans l'ordre de la théorie à laquelle il faut faire face pour la première fois de l'histoire ici, dans ces pays dont on se vante tellement de cet horizon théorique qui n'a jamais existé dans la vie réelle. Pour la première fois de l'histoire, ça puisse se matérialiser, cet horizon humaniste des Lumières qui n'est rien d'autre que de la théorie, pour que ça devienne finalement une réalité. Question suivante c'est toujours la question de la marge de manœuvre des citoyens et citoyennes face au fait de présenter toutes ces questions-là comme complexes,
comme relevant d'un savoir-faire qui est détenu par des entreprises, par des experts, et que la solution viendrait dans des solutions techniques. Enfin, il y avait des questions de dessalement de l'eau, de mer, mais il y a aussi plein d'autres choses. Enfin, voilà, du coup, quelle marge de manœuvre des citoyens et citoyennes face au technosolutionnisme? Si l'un ou l'une d'entre vous veut expliquer en une phrase ce que c'est que le technosolutionnisme, ça peut être cool aussi, parce que je pense que tout le monde n'emploie pas ces termes-là. Donc le c'était un peu ce que je m'apprêtais à dire de toute façon. En fait, c'est un peu ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est que pour pouvoir donner de l'accès suffisant à l'ensemble des personnes et l'ensemble de nos besoins, il faut des solutions techniques, expertes, que des entreprises vont nous apporter. Ça va être le dessalement de l'eau de mer. Ça, c'est bien, on dessale, les gens comprennent bien, on dessale l'eau de mer, on la rend douce, et comme ça, les gens ont accès. Ça va être de faire des tuyaux qui vont transporter de l'eau potable sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, comme en Chine. Nous, on n'a pas des milliers de kilomètres, mais on a plusieurs tuyaux qui font des centaines de kilomètres, qui traversent la France pour nous apporter de l'eau potable. Parce qu'il y a un endroit où l'eau n'est pas en suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse la prélever. C'est vrai, cette solution technologique, c'est-à-dire que c'est la technologie qui nous sauvera. C'est un peu tout ce que Mark Zuckerberg sous-entend. C'est toutes ces solutions que c'est la technologie qui va nous sauver. Et c'est vraiment le discours de la privatisation de l'eau, c'est de dire mais on trouvera des solutions technologiques, et donc notamment les bassines, pour maintenir le système actuel agricole et le système actuel industriel, pour pouvoir continuer à vivre comme on vit actuellement. Et donc déjà, ce que nous on constate, c'est que c'est faux. Ces solutions technologiques, elles sont dans les meilleurs des cas une solution palliative très limitée, mais qui par contre coûte extrêmement cher et a plein de conséquences. Par exemple, la dessalement de mer, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils rejettent une eau très salée et qui fait qu'on a des eaux entièrement mortes. Dans les zones où on fait de la dessalement de mer, il n'y a plus aucune vie parce que l'eau est extrêmement salée. Et pour faire cette eau dessalée, il faut beaucoup d'électricité. Donc on voit bien qu'on est sur une sorte d'accélération d'un système qui ne marche déjà pas. Alors que face à ça, en fait, il y a des solutions toutes simples. C'est les écosystèmes. C'est ce qu'on appelle en France les solutions fondées sur la nature. S'accompagner de la nature pour donner accès à l'eau, parce que les zones humides, elles ne sont pas là juste parce que les écolos, on les aime bien et qu'on trouve qu'on a envie de protéger des piafs et des poissons. Les zones humides, elles ont plein d'intérêts. Elles vont dépolluer l'eau, elles vont la stocker en hiver pour limiter les inondations, et elles vont la restituer en été quand on n'a pas d'eau. Et donc tout ça, c'est en fait des solutions à ce qu'on constate en ce moment, toute l'aggravation des inondations qu'on a fait au Nord-Pas-de-Calais récemment, ou qu'on voit à travers le monde. En fait, la nature, elle a plein de solutions pour limiter tout ça. Et c'est ça qui est notre allié. Notre allié, c'est la nature. Et c'est grâce à des gestions publiques, grâce à une gestion commune, en commun, où l'ensemble des acteurs sont autour de la table, qu'on va pouvoir avancer sur ces sujets-là. Et on voit que ça marche. C'est pas facile, il n'y a pas de solution toute simple et toute faite, parce qu'on est dans un système complexe, mais c'est ça qu'il faut qu'on mette en œuvre. Il faut qu'on soit tous présents. Les experts, mais aussi les simples citoyens, les usagers de l'eau. Il faut vraiment que l'ensemble des personnes soient autour de la table là-dessus. Ça existe un peu en France via ce qu'on appelle les SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et des gestions de l'eau, qui sont à l'échelle d'un bassin versant, donc par exemple la Vilaine ou de la Seine, on peut avoir ça. Et l'ensemble des usagers sont représentés. Il n'y a pas la nature qui est représentée, mais il y a les associations de protection de l'environnement et les associations de protection des consommateurs. Ce qui est insatisfaisant, c'est qu'elle vient parmi d'autres politiques publiques qui viennent en contradiction. Cette instance-là, la commission locale de l'eau, elle fonctionne plutôt avec des solutions très intelligentes. On voit que souvent, on dénoue beaucoup de conflits, culture, monoculture, des grands systèmes d'élevage intensif. Et elle va amener beaucoup plus de ressources financières que ces petites aides très intelligentes de solutions fondées sur nature qui vont favoriser des agricultures beaucoup plus durables et beaucoup plus locales. Et par contre, on est submergé de subventions dans le système actuel qui, par contre, rappelons-le, par exemple, les porcs élevés en Bretagne, quand on dit qu'il faut manger du porc breton, il est élevé grâce à quoi? Grâce au soja et au maïs OGM qu'on importe d'Amérique latine. Et les poulets bretons qu'on élève en Bretagne, on fait 57% du porc français en Bretagne et on fait 40% de la volaille. Les poulets bretons, ils ne servent pas à nourrir les bretons de milieu français. Ils vont
sont aussi élevés grâce au soja et au maïs OGM. Et après, ils vont nourrir le Moyen-Orient en faisant concurrence déloyale sur ces pays-là. Et c'est bien ça, en fait, toutes ces questions-là. Je suis désolée, j'étais un peu longue, mais c'est vraiment, pour moi, c'est essayer de répondre à ces questions-là, c'est vraiment en s'aidant de la nature et en étant en collectif. Juste pour réflexion un peu générale sur cette question du technosolutionnisme et de la technique, en fait, j'ai l'impression que de manière générale, pas seulement sur la question de l'eau, mais en général, on va vers une technique de plus en plus complexe, qui a une fonction sociale très claire, qui est de nous déposséder de la connaissance de comment ça marche, en fait. Nous déposséder des enjeux politiques. Quand on parle, par exemple, je sais pas, du numérique, en fait, qui sait exactement comment ça marche physiquement, les puces qu'il y a à l'intérieur d'un téléphone, comment se développent les applications, etc. Et en fait, plus on va vers une technique complexe, plus on est collectivement dépossédé de la connaissance de comment ça marche, et donc de la possibilité de gestion démocratique. Donc en fait, je pense qu'il y a un enjeu sur la gestion de l'environnement, mais de façon plus large dans la société, à aller vers du low-tech. Donc ces technologies qui sont utiles, qui sont durables et qui sont appropriables. Et juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, il y a des assos comme l'Atelier Paysan qui travaillent avec des petites agricultrices sur développer des technologies créées par eux et elles-mêmes, qui leur soient utiles, qui soient durables, qui soient adaptées au contexte, etc. Et donc ça peut, par exemple, faire partie des alternatives desquelles on peut s'inspirer sur les questions de gestion de l'eau et au-delà. Et je pense que ceux et celles qui parlent, je pense que plutôt ceux que la technologie va nous sauver, qui croient à cette comment on appelle, technosolutionnisme, c'est un peu les mêmes qui défendent les lois soi-disant universelles du néolibéralisme, non? Qui disent aussi que c'est le marché qui va nous sauver et qui n'arrêtent pas de répéter cette théorie depuis déjà pas mal de décennies, prouvée par la mathématique, comme si c'était un modèle, comme si c'était presque une science exacte, une science pure, dans laquelle ils disent que laisser agir le marché librement va se traduire par un bien-être individuel, et le bien-être individuel va se traduire par le bien-être collectif, et ça va finalement déboucher sur le progrès et le bien-être de l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la lumière de ce qui est en train de se passer, laisser agir le marché tout seul, librement, est en train de nous mener à l'extinction de notre espèce humaine. Alors c'est quelque chose qui a échoué, et c'est plutôt d'autres nouvelles considérations du monde et de l'existence qu'il faut commencer à se réapproprier. Par exemple, en ce qui concerne les peuples autochtones, et dans le monde, et démographiquement, nous sommes le 4% de la population, c'est-à-dire une minorité démographiquement parlant. Mais cependant, aujourd'hui, en 2024, ce 4% détient dans nos territoires le 80% de la biodiversité qui reste dans la planète. Aujourd'hui, le 4% de la population a le 80% de la biodiversité dans leur territoire. Et c'est pas parce qu'on a eu de la chance d'avoir les terres les plus riches. C'est parce qu'il y a eu un système de connaissances, c'est parce qu'il y a eu une façon de voir et d'interpréter les phénomènes du monde, des manières de sentir et de voir le monde de manière totalement opposée à ceux de la modernité, non? Qui est plutôt destructrice et prédatrice. Et deux, on n'a pas le 80% de la biodiversité dans notre territoire parce qu'on soit en train de l'éviter dans les forêts, en train de manger des feuilles, comme la plupart des personnes représentent les peuples autochtones, mais plutôt parce que nous sommes les héritiers d'un processus d'organisation, de lutte et de résistance contre ce système, contre lequel maintenant, ici, les gens veulent se battre. C'est pour ça que, si nous analysons
que le 4% et le 80% de la biodiversité qui reste sur la planète dans ce contexte de crise climatique qui a la potentialité de nous exterminer en tant que famille humaine, en tant que Homo sapiens. Ça veut dire que l'humanité tout entière, aujourd'hui, en 2024, peut encore vivre dans cette planète grâce à ce 4%. Tout simplement. Ici, on aime bien les équations, on aime bien les statistiques. Ça, c'est de la mathématique pure. Alors, il n'y a pas besoin d'être un érudit à nouveau pour se rendre compte que ce n'est pas du côté des technologies qui sont à la base de la problématique, mais plutôt de se rapprocher de cet ordre naturel, universel, comme nous appelons, de revenir à l'origine, se reconnecter avec l'ordre naturel de la vie pour, comme on dit en Colombie, récupérer la terre pour tout récupérer. Voilà. Merci. On pourrait passer de façon 1 heure sur chacune des questions. Donc la question sur les enjeux géopolitiques, c'est comment ces enjeux impactent l'accès et la ressource en eau de chaque territoire. Il y a l'échelle de l'eau visible et l'échelle de l'eau, ce qu'on disait tout à l'heure, l'eau virtuelle. Donc par exemple là-dessus, je connais bien ça, mais je trouve que c'est un très bon exemple. Comme je disais, les porcs bretons et les volailles bretonnes qui sont élevées grâce à le maïs et le soja OGM qui vient de l'autre bout de la planète et qui après sont transportés, congelés pour aller nourrir des populations encore à l'autre bout de la planète, c'est des enjeux géopolitiques. Il faut qu'ils aient de l'eau là-bas, il faut que les cultures marchent. Et donc comment on fait ça ? On détruit les populations locales, on fait des champs de monoculture industriels où on épand des pesticides par avion en passant au-dessus des villages parce que c'est plus rentable économiquement, ce qui permet, ici en Bretagne, d'acheter ces prix-là à des bas prix et de poursuivre ce système-là. Donc il y a vraiment ces enjeux de partage de la ressource, des fois qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Et sur les enjeux visibles, c'est par exemple, je vais construire un barrage, et parce que je fais ce barrage-là, il n'y a pas d'eau disponible pour les autres en dessous. Et ces enjeux géopolitiques-là, ils sont à plusieurs échelles entre pays. Et des fois, on voit, par exemple, en France, il n'y a pas longtemps, il y avait une usine de fabrication de betteraves sucrières qui a pollué la rivière. Et il y a eu une mortalité piscicole de toute la vie, de toute façon, de la rivière, sur des centaines de kilomètres, mais pas en France, parce qu'on était en frontière, en Belgique. C'est la Belgique qui a récolté le fruit de notre système industriel et qui a eu des conséquences sur son environnement à lui. Donc, on voit bien que c'est bien le résultat de ces choix géopolitiques on industrialise et on ne fait pas attention aux conséquences que ça a sur d'autres pays. C'est un petit exemple, hein, mais on voyait tout à l'heure des exemples beaucoup plus graves avec des questions de survie de population localement. Et moi, je trouve que justement les instances où je parlais tout à l'heure de commission locale de l'eau, c'est un très bon exemple de comment ça fonctionne la géopolitique. Moi, je peux vous dire, dans ces instances où je siège, et Aurélie était avec moi récemment à une de celles-là, on voit ces jeux-là de personnes, par exemple, qui représentent par exemple les chambres d'agriculture, qui vont se présenter comme des représentants du monde paysan, et ils ne disent pas qu'ils ont aussi une casquette de chef d'entreprise de la Copper qui va vendre des poulets congelés au Moyen-Orient. Et ils disent qu'ils défendent le fer français, le fer local. Et en fait, non, ils ne défendent pas ça. Ils défendent un système industriel. Et ces enjeux géopolitiques autour de ces instances-là, on les voit très bien. Et on va aussi les voir chez les élus en face, où souvent, les élus, ils ne vont pas le dire, mais on sait que justement, avant, eux, ils ont travaillé dans l'entreprise agroalimentaire locale. Ils ont leur cousin qui est le président de la fabrication d'engrais du territoire. Ils sont eux-mêmes éleveurs de volailles d'une entreprise qui fabrique 1 million de poulets à l'année. Et ces jeux-là de pouvoir, ces enjeux géopolitiques, ils sont présents autour de la table. Ils sont souvent invisibles pour les citoyens. On y a accès, nous, un tout petit peu par le bout de la porte, parce qu'on enfonce le bout de la porte pour être dans ces instances-là et pour défendre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux de l'accès à l'eau. Mais c'est souvent des structures, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on arrive difficilement à être présents dans ces instances-là, et en minorité la plupart du temps, donc c'est difficile de faire entendre la voix de l'environnement. Mais ces enjeux géopolitiques, ils sont clairement
quotidien pour ces personnes-là. Moi, je me rappelle d'une réunion où j'étais allée à une conférence pour parler de l'eau potable à la télé, et j'étais avec un représentant d'une agence de l'eau et de Veolia, et à la fin de la réunion, il s'invite pour le représentant de Veolia à inviter le représentant de la politique de l'eau à aller manger dans un resto renommé juste après. J'étais évidemment pas invitée, de toute façon j'aurais pas été, mais on voit bien tous ces enjeux de géopolitique qui ont des enjeux, des conséquences bien plus importantes et qui sont invisibles encore une fois. Et c'est là que se passe plein de choses. Et cet accès à la ressource en eau, et en fait la question c'est de les ressortir de ces enjeux-là. Comment on en ressort ? C'est de les ressortir et de les mettre sur la place publique, sur des endroits où ils ne peuvent pas se cacher et où les vrais enjeux sont pris. C'est vraiment tout ce travail-là. Et c'est pour ça que malgré ce que je vous dis, cette présence où on est en minorité, on voit bien que les gens qui sont autour de la table n'ont pas forcément l'intérêt dans le bien commun en tête, même s'ils sont censés représenter la collectivité. C'est hyper important, parce que ça remet dans la place publique ces structures-là. Et nous, on est pour que, notamment, dans ces instances-là, que les vidéos les séances soient enregistrées, qu'elles soient accessibles aux citoyens, comme ça commence à être le cas dans les conseils municipaux, le Sénat, parce que avoir accès à ces débats-là, c'est empêcher aussi ces jeux de pouvoir politique entre les besoins... Pardon, je vais m'arrêter, je vais laisser la parole à mes collègues. Mais ouais, c'est l'accès public à ces informations-là, et puis qu'après, nous, en tant que citoyens, on peut y aller, désolée, via notamment des choses qui sont très intéressantes, mais qui n'ont pas été assez loin. Moi, je pense que, par exemple, les débats citoyens pour le climat, c'était un exemple de réussite. C'était des gens qui soi-disant, étaient des néophytes, qui ne connaissaient rien, et regardez les solutions qu'ils ont proposées. C'est ça qu'il faut faire. La Convention citoyenne du climat, c'est ça qu'il faut faire pour s'en sortir. Et donc je pense que croire que parce qu'on est justement un néophyte, ça veut dire qu'on ne connaît rien. Si on a entouré des bons experts, en fait, on est tous capables de comprendre et de trouver les bonnes solutions. Et sachez que dans la Convention citoyenne pour le climat, il y avait des climato-sceptiques à la base. Ouais, merci pour aller un peu dans ton sens. Je pense que sur les enjeux géopolitiques, en fait, qu'est-ce que c'est la géopolitique ? C'est des États, parce que donc, dans la géopolitique, en fait, on parle surtout des États. Enfin, quand on parle d'une rivière qui coule d'un pays à l'autre, en fait, les acteurs de la géopolitique, c'est les États. Donc je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et c'est des États qui viennent en soutien aux intérêts privés de leurs entreprises nationales. C'est en gros comme ça que la géopolitique s'organise. Et donc, effectivement, c'est pas que des conflits sur des fleuves qui vont d'un territoire à l'autre, mais je pense qu'en termes d'enjeux géopolitiques, il y a notamment énormément la question de la coopération policière et militaire française avec des pays ailleurs. Par exemple, Survie, l'association qui lutte contre la France-Afrique, montre bien à quel point il y a de la coopération militaire française avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, d'anciennes colonies françaises, pour s'assurer l'accès à leurs matières premières. C'est-à-dire que la police française va former les polices pour qu'ils puissent mieux réprimer les mobilisations, les contestations contre des projets polluants, etc., pour que l'armée française puisse continuer à s'approvisionner en matières premières qu'ils utilisent pour créer leurs armes. Donc il y a vraiment, en termes de géopolitique, une espèce de boucle néocoloniale où la coopération militaire française et la coopération policière, on se rappelle d'ailleurs de la recherche, de l'enquête de Marie-Monique Robin sur la complicité française dans l'exportation de techniques contre-insurrectionnelles vers les dictatures militaires latino-américaines, des choses qui continuent à arriver aujourd'hui. Moi qui bosse au Pérou, depuis les années 2010, la gendarmerie française forme la police péruvienne aux techniques de maintien de l'ordre en contexte de contestation sociale pour préserver les droits humains. On sait bien à quel point la police française est garante des droits humains en contexte... Voilà. Donc il y a un premier enjeu, à mon avis, qui est la coopération militaire, et un deuxième enjeu qui sont les traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'il y a une vraie diplomatie internationale française, mais pas que, pour faire accepter des traités de libre-échange où, par exemple, l'Union européenne a accepté que les citoyennes de pays comme le Pérou, il me semble aussi la Colombie, puissent venir en Europe sans visa, en échange de faire accepter des traités de libre-échange où l'accaparement des ressources se fait de façon encore plus facilitée. Et d'ailleurs, en 2009, au Pérou, il y a eu des mobilisations de communautés amazoniennes contre le traité de libre-échange qui s'est soldé à nouveau par 33 personnes assassinées pour la défense du territoire et de l'eau. Donc voilà, ces enjeux géopolitiques, c'est aussi les traités de libre-échange
qui crée des résistances pour la préservation de la terre, de l'eau, de la vie, et qui alimente la répression néocoloniale. Alors, c'est sûr qu'il y a des enjeux géopolitiques très lourds et pour les peuples et les communautés et les terres du Sud, parce que il ne faut pas perdre de vue que pour que ces pays ici puissent devenir, entre guillemets, développés, la condition de possibilité du développement des pays d'ici, la garantie, c'est le colonialisme qui n'a jamais fini. Et au-delà de ça, la dépendance à ce colonialisme pour pouvoir se maintenir en tant que puissance et pour pouvoir garantir cette vie qui se considère normale ou naturellement donnée, dont j'ai parlé dans la première intervention. C'est colonialisme qui n'a jamais fini depuis 532 ans. Et c'est cet ordre logique, c'est cette logique coloniale, c'est ce système au monde qui a gouverné le monde jusqu'à aujourd'hui, qui est celui que nous devrions mettre en doute et en considération, lutter contre, parce que, si je veux l'éclairer à travers un exemple concret, le cas du peuple Yukpa, duquel je viens, nous avons 6 mines de charbon qui se sont installées pour exploiter le territoire sans consultation préalable. Des mines de charbon immenses, dont une qui fait 3 fois la taille de la ville de Paris et qui n'est pas la plus grande parce que la plus grande c'est à la Wahira, d'un autre peuple autochtone voisin qui s'appelle le peuple Wayuu. C'est des mines qui ont tout détruit, qui ont dévié des rivières, qui ont créé une violence paramilitaire, des milices qui ont été enrôlées par ces mines pour sortir du passage toutes les personnes qui s'opposaient à ce modèle de développement. Moi, je suis une victime de ces groupes paramilitaires. Et surtout, c'est des mines qui ont des liens, des nexes directs avec ces pays. Par exemple, les multinationales qui exploitent ces mines, c'est des multinationales suisses et états-uniennes. Alors on dira ici, ouf, heureusement, c'est pas de la France. Ben non, parce que EDF, par exemple, a importé du charbon de la Colombie avant de passer aux énergies propres du nucléaire à travers l'exploitation d'autres territoires en Afrique. Et il y a une responsabilité directe de l'extermination du peuple Yukpa, par exemple, et du peuple Wayuu également. Mais également, il y a des actionnaires de ces multinationales comme la BNP, comme le Crédit Agricole, comme la BPCE, qui rendent ces nations responsables de la situation qui vivent les populations là-bas, mais surtout à cause du poids de cette dépendance de l'exploitation de nos terres pour garantir la vie normale ici, parce que ce qui, pour nous, est ce charbon qu'on extrait de nos territoires, qu'ici, ça constitue la lumière d'une ampoule, le chauffage des appartements dans les temps d'hiver, c'est-à-dire ça constitue la vie normale. Pour les peuples Yukpa, c'est l'extermination, c'est le génocide. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas de tous les peuples du Sud global qui sont en train d'être exploités depuis 532 ans pour maintenir cet ordre global, ou ce désordre global plutôt, à jour. Qu'est-ce qui se passerait, et je finis avec ça, si on réussit à atteindre l'horizon que pour nous, depuis le Sud, est l'horizon définitif et qui est la libération de cette dépendance du colonialisme des pays du Nord sur ceux du Sud. Qu'est-ce qui se passerait pour tout ce que je viens de dire, les matières premières, la nourriture, pour tout ce qui constitue, l'ordre géopolitique mondial changerait immédiatement. S'il y a une fin définitive de cette exploitation qui est la condition de possibilité de la réalité sociale d'ici,
l'ordre géopolitique du monde changerait immédiatement. Et je pense que c'est ça l'entrave principale, parce que si on atteignait notre horizon, bah, ça signifierait presque la fin de ce pays qui se dit développé et comme tel. Voilà. Merci beaucoup. Pour la dernière question, le droit international est-il un levier intéressant pour une répartition et une gouvernance plus juste de l'eau? Je propose de commencer, Pauline, si ça ne te dérange pas, à donner la parole à nos intervenants qui sont plus sur les questions internationales. Et si jamais il y a le temps pour toi, mais voilà. En tout cas, comme il nous reste juste 10 minutes, commencer par, du coup, Caroline. Okay. Oui, alors, la question du droit international qui n'est pas contraignant, c'est toujours une grosse question. Est-ce que le droit international, à partir du moment où il n'est pas contraignant, sert à quelque chose? De manière générale, alors il y a par exemple depuis 2018 une proposition à l'ONU qui est menée par l'Afrique du Sud et par l'Équateur de faire un traité contraignant sur la responsabilité extraterritoriale des entreprises. C'est-à-dire que si ce traité était signé par les pays, ça voudrait dire que des entreprises comme Glencore, qui exploitent sur le territoire de notre camarade ici, pourraient être jugées responsables en Suisse des exactions environnementales et sur les droits humains qui sont commises ailleurs. Donc je pense que une initiative comme le Binding Treaty, qui n'a pas abouti jusqu'à présent, mais on essaye de continuer à pousser pour la chose, pourrait être hyper intéressant. Mais donc ça implique effectivement un caractère contraignant. La deuxième chose, c'est que le droit international sert d'outil pour les luttes. Je vous donne un exemple très concret. J'ai participé en 2022 à la constitution d'un dossier mené par différentes associations des droits humains au Pérou en défense de la communauté de La Oroya, qui est un village dans les Andes centrales du Pérou qui ont vécu pendant 100 ans autour d'une usine métallurgique. Donc les enfants naissent avec du plomb dans le sang à cause de la détérioration de l'eau, de l'air et des sols. Des cas de cancer inimaginables, enfin vraiment une détérioration. C'est le cas par excellence d'atteinte au droit à un environnement sain. Ce cas a été mené devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme et il y a à peine un mois, la Cour interaméricaine a émis une sentence absolument historique rendant responsable l'État péruvien pour manquement à garantir le droit à un environnement sain, à imposer un certain nombre de mesures pour contrôler, surveiller les atteintes à la qualité de l'eau un peu partout dans les endroits où il y a des mines. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est mobiliser cette sentence pour contraindre l'État à mettre en place toutes ces choses au Pérou. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant, puisque comme ça fait jurisprudence au niveau latino-américain, cette sentence peut être mobilisée dans d'autres pays pour pousser les États à mettre en place les mesures qu'ils refusent de mettre en place pour garantir le droit à un environnement sain. Donc, évidemment, le droit en tant que tel ne produit pas d'effets immédiats. Par contre, c'est un outil qui peut être mobilisé dans les luttes qui sont toujours en cours, qui n'ont pas attendu cette sentence pour lutter pour un environnement sain. Mais par contre, ça donne un élément de légitimité, un petit peu comme à nouveau le fait que la Cour internationale de justice ait parlé de risque imminent de génocide en Palestine. C'est quelque chose qui est mobilisé par les luttes pour les droits des Palestiniens, notamment sur les plateaux télé. Et on voit qu'en fait, dans les débats publics, bah, cet argument-là, il fait force en fait. Donc, le droit, comme je disais, ne produit pas des effets immédiats. Par contre, c'est un outil extrêmement précieux dans les luttes en cours. Alors, le droit international, c'est quelque chose qui existe et qui, comme tu viens de le dire, a aidé à certains moments pour rendre justice. Des fois, ça reste dans la théorie parce que comme c'est pas contraignant. Mais en termes généraux, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est devenu le droit, ce qu'on appelle les droits internationaux, pour nous, c'est un peu comme ce qu'on appelle les droits humains. C'est un horizon, c'est quelque chose qui devrait faire partie de la réalité sociale.
mais qui en réalité s'encadre encore dans cette hypocrisie, non? Dans cette hypocrisie moderne et gigantesque, et qui dépendent, je parle des droits humains et je parle du droit international, qui dépend à qui ça s'applique en fait. C'est pas vraiment universel. Et parce qu'il y a encore beaucoup de... il y a des êtres humains qui méritent d'être pleurés, d'autres non. Regardez ce qui se passe en Palestine actuellement. Alors, dans le texte, ainsi que la Constitution colombienne, c'est des textes qui sont remarquables, très beaux, comme les droits humains également. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ça s'applique et de la même manière. Et grâce à ce mot qu'on aime tellement ici, qui est l'égalité. C'est-à-dire que ça soit vraiment pas juste pour certains, on applique le droit international et pas pour d'autres, non? Et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Moi, je me disais que c'était quelque chose qui peut être intéressant, en fait, dans le cadre d'une... c'est un levier qui doit mettre en parallèle. Le droit international, c'est un levier intéressant dans le cadre de lutte locale à l'échelle d'un territoire. Nous, à Haut-et-Rivière, on aime bien parler de territoires hydrosociaux, c'est-à-dire notre territoire de vie autour, par exemple, de la rivière sur laquelle on vit, qui va faire quelques dizaines, centaines de kilomètres carrés, qui va être le territoire où on va aller travailler, on va aller vivre, on va aller se balader, qui est notre territoire quotidien qu'on connaît et pour lequel on est en capacité de se battre parce que justement on le connaît. Et c'est là, le droit international peut être un levier, notamment sur la coopération internationale, pour comprendre qu'est-ce qui a marché sur les autres territoires. Nous, par exemple, à l'occasion des 50 ans, on avait fait venir les Waganui de Nouvelle-Zélande qui venaient obtenir le droit à ce que la rivière soit un être sentient. La rivière était protégée en tant que rivière. Et donc nous, ça nous a permis de travailler après sur la propre question de ce sujet-là en France et en Bretagne sur cette question de droit à la rivière, de la rivière en tant qu'espace vivant et qui a un droit à être elle-même. Et je pense que pour nous, c'est ça vraiment aujourd'hui, c'est ces questions de coopération qui sont vraiment importantes pour mener des luttes locales portées par les territoires. Super, merci beaucoup.